Bienvenue à ce nouveau meet-up. Ça faisait un grand mois qu'on s'était pas vu. Euh, pour ceux qui découvrent un petit peu le meet-up, parce il y a des nouveaux venus. Tiens, il y a Marou qui arrive et qui est pas un nouveau venu. Pour les nouveaux venus, donc c'est le meet-up de l'entreprise Agile. L'idée de ce meet-up, c'est d'avoir un espace un petit peu informel où on expérimente des choses, on a des discussions, où on présente des choses. Voilà, pour avoir des feedbacks, pour déclencher des discussions. Et évidemment, ça tourne autour de l'entreprise agile. Voilà l'idée. L'idée, c'est pas forcément de se focaliser sur tel ou tel framework de l'agilité à l'échelle ou autre. C'est plutôt d'être dans la mesure du possible agnostique et de prendre de la hauteur. Donc ça, c'est pour le meet-up. Ensuite, le prochain meet-up aura lieu le 8 avril. Il est déjà en ligne. Et alors, ça sera un meet-up, ça sera une présentation avec une discussion en anglais avec Quinton Cartel. Voilà, excusez-moi. Quinton Cartel qui est le créateur de Fast Agile. Alors, Fast Agile, on a déjà eu des présentations l'année dernière de Philippe, qui avait fait un Rex, voilà, ici présent. C'était dans la lignée, on avait aussi fait un Rex avec Laurent Meurice sur Shape Up. Donc c'était un petit peu la suite. Et ben donc là, on aura son créateur qui va nous parler de vive voix et c'est Haïfa Bacha qui va animer ça parce que autant je peux animer en français, autant en anglais, je suis moins à l'aise. Et puis en plus, surtout Haïfa, elle connaît bien ce framework, enfin cette méthode. Donc voilà, ça c'est pour la prochaine fois. Je reparlerai à la fin pour ceux qui n'étaient pas présents. Et puis, dans les annonces, pareil, je vais en reparler. Ceux qui étaient présents en décembre, j'avais fait une première présentation très early du framework Agile for Enterprise que je développe. Et ben, j'ai décidé de le passer en full open source et de lancer une campagne de bêta test très bientôt, début avril. Et donc, j'en reparlerai pour que vous puissiez euh, en profiter et contribuer. Ça va, on est combien là? On est 17, c'est énorme. Je vous rappelle à ceux qui sont présents, c'est un atelier, vous allez travailler, il est temps de partir si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Voilà, du coup, Philippe se barre. Donc l'idée, l'année dernière, euh, on avait fait euh, un exercice, un atelier qui consistait à essayer de définir ce qu'était une organisation agile. Pardon, une organisation produit. Et l'exercice n'a pas été simple. Je pense que tu étais là, hein, Philippe, entre autres, il me semble, hein, c'était en avril. Et donc, on avait vu que définir une organisation produit, finalement, c'était pas si simple. Pour autant, l'organisation produit, aujourd'hui, ça semble être une des cibles pour une organisation agile, un modèle organisationnel et un modèle opératoire pour une organisation agile. Dans mes réflexions, moi j'en suis arrivé à la conclusion aujourd'hui qu'il n'y a évidemment pas qu'un seul modèle organisationnel et que si on veut adresser l'entreprise, l'agilité au niveau de l'entreprise, il faut forcément qu'à un moment donné qu'on propose des modèles organisationnels, des modèles opératoires, en gros comment on va faire tourner la baraque, et pas seulement au niveau des équipes, et pas seulement au niveau multi-équipes comme le propose l'agilité à l'échelle, mais un cran au-dessus. Et donc, dans mes réflexions, j'en suis arrivé à me dire qu'il y avait quatre modèles organisationnels qui étaient de bons candidats pardon, pour une organisation agile. C'est l'organisation pardon, en flux, l'organisation produit qu'on a déjà cité, l'organisation en réseau. Pour l'organisation en réseau, pour ceux qui suivent ces meet-up, on avait fait un meet-up avec Pierre Ness que j'avais en visio là juste avant sur son modèle Agile Organisation en anglais et qui est basé sur comment dire, une organisation en réseau. Et le quatrième, donc flux produit réseau, le quatrième, c'est l'organisation projet, parce que on a beau
On a beau avoir construit l'agilité au niveau logiciel, un petit peu en réaction à l'approche projet waterfall, enfin l'approche traditionnelle, il reste qu'une organisation projet est une organisation qui peut avoir beaucoup d'agilité, selon évidemment comment on fait nos projets. Donc, ce que je disais, c'est que, a priori, moi, j'ai identifié donc quatre modèles organisationnels. Et comme on l'avait vu l'année dernière, définir un modèle organisationnel, c'est pas si simple. Et donc là, ce que je vous propose par groupe, c'est plutôt de définir ce qui différencie, ce qui les distingue deux à deux. C'est-à-dire, c'est quoi la différence finalement entre le flux, une organisation en flux, organisation de produits, projet et réseau, etc. Et donc, on va faire des sous-groupes. Alors, ça va pas durer très longtemps. On va faire deux itérations de 10 minutes, hein, globalement, parce qu'après, de toute façon, il y a Nick qui part. Donc, si on veut avoir ces infos, il faut y aller maintenant. Et donc l'idée, c'est que je vais vous répartir dans quatre salles, quatre groupes, et vous allez échanger entre vous, discuter et mettre vos idées sur le Miro. Donc avant qu'on retourne sur la deuxième itération, comment vous avez trouvé l'exercice? Intéressant. Oh, un peu dur au début. Ah mince, c'est pas moi. Ouais, si, Ouais, si, dur. c'est toi, vas-y. Oui, un peu dur au début pour voir ce qui est attendu, mais après, quand on part d'un principe, on va mettre des mots-clés. Ouais, Tout de suite, ça commence à rentrer. ouais, surtout, je vous laisse pas beaucoup de temps là, donc c'est pas simple. Et une fois que vous rentrez dans une fois que vous rentrez dans le sujet, donc travailler par différence, est-ce que c'est plus facile que d'imaginer ce qu'est le modèle en lui-même? C'est beaucoup plus rapide. C'est une très belle entrée en matière. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir enregistré nos discussions. Mais Ouais, commencer par ça, ça permet de donner à chacun des participants un positionnement par rapport à une espèce de vue d'ensemble abstraite. On n'est pas obligé de définir cette vue d'ensemble, de se mettre d'accord avant de commencer à ouais, distinguer les deltas. C'est beaucoup plus simple de rentrer en matière comme ça. d'accord, super. Bah, c'est ce qui me semble parce que justement l'année dernière, on avait un petit peu galéré. Alors je dis pas que c'est facile là, hein, mais il me semble que c'est plus simple de faire en différence. Alors du coup, est-ce que cette deuxième itération vous a semblé plus facile? Oui, Non. Non, beaucoup plus dur. parce que Ouais. c'était pas les mêmes modèles. Et, et parce que ce qu'on comprenait pas les tickets déjà écrits. Bon. Ah oui, c'est vrai. Faudrait une explication, c'est vrai. Mais pourquoi ils ont écrit ça? Ouais. Il y a des modèles qu'on connaît moins d'autres que d'autres. Le modèle projet, produit, ça va. Réseau, c'est déjà un peu plus. Enfin, moi, j'ai peu rencontré. Ouais. Et les plus jeunes d'entre nous en ont encore moins rencontré. Euh, En réalité, modèle réseau, alors c'est vrai que ça court pas les rues, mais on connaît des modèles qui sont des implémentations de l'organisation réseau. L'holacratie, la sociocratie, ce sont des modèles Ouais. réseau. Ah, on se posait la question, justement. Et voilà, Mm. c'est ça que Ah, je. Et effectivement, ce sont des modèles très intéressants, hein, alors qu'on n'utilise pas dans tous les cas. Justement, la question qu'il y a derrière cet atelier et derrière ces modèles, c'est bah, si tous ces modèles existent, qu'est-ce qui les différencie? Et si je les comprends mieux par leurs différences, est-ce que je vais pouvoir les utiliser dans le bon contexte? ouais. Il y a- Après, vas-y, pardon. Non, non, vas-y. Non, ce que je disais, c'est que, enfin, par exemple, on s'est posé la question, donc on a évoqué la notion d'holocratie, mais on a mis aussi en regard aussi, par exemple, le modèle AIR, où là, c'est encore différent. C'est un niveau d'échelle, pour moi, il est largement plus gros. Et Oui, tu vois, c'est aussi un réseau, oui. et Alors, je les mettrais pas forcément au même niveau, mais du coup, on non, s'est non. posé la question. Non, non, tu as tout à fait raison, Miguel. En fait, dans le réseau, il y a l'organisation réseau, c'est un réseau plutôt interne. Et puis, il y a les réseaux d'entreprises ou les réseaux d'intraprises qui sont effectivement des réseaux de petites filiales ou de business units qui sont quasi autonomes. Et ailleurs, en fait, c'est un modèle qui est connu dans la communauté agile. Unfix, il s'est basé là-dessus, entre autres. Mais c'est un modèle très particulier parce que c'est un conglomérat. Euh, et en fait, dans les entreprises qui ont des portefeuilles d'activités, donc des business units, en fait, il y a un curseur entre les portefeuilles qui sont très liés. Par exemple, je pense à un éditeur qui propose une solution construite de plusieurs produits qui interagissent.
Donc la solution, elle est très liée. Et là, ça va être vraiment une organisation liée, même s'il y a des business units par unité, enfin par produit ou autre. Et à l'inverse, tu prends le curseur tout à droite, et là, tu as les conglomérats qui sont des rassemblements d'organisations très autonomes. Et finalement, la seule chose qui les relie, c'est le cadre juridique. euh, et, euh, et le seul intérêt des conglomérats, pour dire la vérité, c'est le fait d'avoir une capacité d'endettement, de prêt, etc., auprès des banques, et quelquefois la direction des achats, mais si c'est vraiment très, très autonome, tu n'as même pas ça. Donc, effectivement, c'était pas là-dessus que je voulais vous emmener. C'est pas le conglomérat qui a, à mon sens, pas tellement d'intérêt dans une vision agile parce que finalement, ils sont tellement autonomes bah, que chaque organisation est une petite entreprise et donc faut zoomer dans l'entreprise pour regarder quel modèle elle va utiliser. Et donc là, on est plutôt en interne. Et donc le modèle, c'est plus l'holacratie, typiquement. Enfin, c'est pour l'avoir en tête, hein, parce que c'est pas le seul modèle. Donc, si je veux aller faire un petit tour par rapport à ce que vous avez écrit. Donc, celui qu'on connaît plus, effectivement, c'est le produit. Là, vous êtes à l'aise, hein. Donc, c'est Scrum, Scrum à l'échelle. Donc, bah, on trouve un peu de tout, hein, les équipes autour de fonctionnalités. Donc, il n'y a peut-être pas tout, l'idéation, il n'y a peut-être pas tout, mais on veut aller du développement jusqu'à la maintenance. Les équipes, comme elles sont construites autour de fonctionnalités ou de domaines métiers, hein, elles sont stables. Et puis, évidemment, on cherche à créer de la valeur. Elles sont organisées autour d'un PO, autour d'un backlog, tout ça, on connaît par cœur. Très bien. Flux, je vais faire par rapport à ceux qu'on connaît le plus vers le moins. Flux, c'est le Kanban, mais le Kanban passe à l'échelle. Et effectivement, le Kanban, on le connaît sur des chaînes de valeur, on le connaît sur des équipes qui ont une partie d'un process. On connaît moins le Kanban à l'échelle, et notamment, effectivement, Stream, c'est-à-dire le Kanban sur des chaînes de valeur, mais l'organisation flux va plus loin parce que il y a non seulement les chaînes de valeur, mais aussi les services partagés. L'infra, cybersécurité, l'équipe d'architectes, s'il y en a, l'équipe de coach agile font partie des services partagés. Et en fait, il ne faut pas que ces services partagés soient des bloqueurs par rapport aux flux qui sont dans les chaînes. Et donc, eux-mêmes doivent travailler en mode flux pour qu'il y ait un engagement de service pour que les gens puissent effectivement travailler ensemble. Donc, c'est un gros réseau de Kanban. Certaines sont par des chaînes de valeur, d'autres sont vraiment unitaires. Et donc voilà, la performance associée, c'est plutôt de l'engagement de service. Là où effectivement dans le produit, on avait plutôt du pilotage par la valeur. Alors qu'est-ce qu'on met derrière valeur? C'est toujours délicat, hein. On sait qu'on a du mal quelquefois à le préciser. Mais la vraie différence avec l'organisation en flux, c'est que la performance, c'est plutôt l'engagement de service, c'est des SLA. Du coup, derrière, si on ne va pas jusqu'au SLA, c'est du lead time, du débit, etc. Et oui, dans ce contexte-là, on cherche à être prédictif. Donc, j'aurai une question derrière après. Euh, et voilà, il y a de la gestion de dépendance à faire. La gestion de dépendance se fait par WIP, entre files d'attente. J'ai une chaîne de valeur qui travaille en Kanban, elle a besoin d'une autre équipe, et ben elle va demander une tâche, et elle va rentrer dans l'inbox de l'équipe dont elle dépend, et avec des WIP, ce qui va gérer en fait la dépendance. Bon, on peut imaginer ce que ça peut être. Euh, Salut Maru. Laurent? Non, enfin, ouais, bah, on te dit salut avant que tu partes, voilà. Ouais, je le dirai, t'inquiète, mais je voulais juste te dire un truc Ouais, avant que vas-y, tu vas-y. continues. Euh, C'est le bon moment parce que tu passes à une autre catégorie. En général, en fait, en fait, tout peut être vu comme un réseau, mais l'approche organisation réseau, en fait, il y a une grosse différence aux autres, c'est que l'échelle est différente, la topologie est radicalement différente, et le type de composants qui sont à l'intérieur, donc ça peut être des business units, ça peut être des pods, ça peut être des entreprises entières comme avec Hire, comme Ouais, je crois que c'est Miguel qui l'avait dit, ouais. et vraiment différente. En gros, il y a une très grosse différence. Mais si on veut les distinguer beaucoup plus facilement, moi, ce que je fais, c'est que je distingue entre le flux de travail, donc le workflow, le flux du travail, le flux d'information et la topologie. Et la topologie appliquée aux équipes, pas la topologie de tout. Je ne parle pas d'infrastructure, je parle de topologie Ouais, organisationnelle
humaine. En gros, tous ces aspects, en fait, ils s'overlappent un peu, ils se recouvrent un peu, ils ne sont pas complètement mutuellement exclusifs. Par exemple, la topologie avec l'organisation euh, la topologie, pardon, avec le flux de travail ou le flux d'information, ça se recoupe parce que l'un influence l'autre. Donc, ce n'est pas Ouais. des critères mutuellement exclusifs. C'est ce que je voulais dire. Il y a trois Ok. critères, mais je crois qu'il y en avait deux autres, mais il faut que je regarde encore dans mes bouquins. Eh bah, écoute, si tu as, si t'as cette information, tu nous le mettras en commentaire dans le meetup, comme ça tu partageras l'info, si tu retrouves, hein. Alors effectivement, c'est comme le dit Marou, en fait, on pourrait voir l'organisation produit comme un réseau d'équipes, comme un réseau de feature team, par exemple, hein, si on prend une typologie d'équipes par fonctionnalité, l'organisation en flux comme un réseau de systèmes Kanban. Mais il a raison, l'organisation réseau est vraiment encore différente. Et notamment, alors je lis un peu ce que vous avez écrit. Grande autonomie, oui. Alors il y a beaucoup d'autonomie évidemment dans les comment dire les cellules. On parle de cellules hein, dans l'organisation réseau. Euh, Équipe autonome, chaque entité peut avoir son propre nom, filiale. Ouais, alors là, vous êtes parti sur le conglomérat. Équipe fixe. En fait, un des points qui différencie pour moi, hein, en tout cas, l'organisation réseau, c'est que les cellules sont définies par rapport à leur mission. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'holacratie. Voilà, un cercle. Dans l'holacratie, on parle de cercle. Ils vont définir leur mission, sa mission, voilà, ou sa raison d'être. Et puis, elle a une durée de vie, elle a son propre cycle de vie. Et une des différences également, c'est que justement, une cellule peut se créer, vivre et mourir, donc se refermer sans demander l'aval autour donc des hautes instances, tant qu'elle répond à la mission du cercle d'au-dessus, quelque part. Euh, donc ça, on le voit dans les ESN, dans les boîtes de conseil, etc., où on trouve des cercles sur l'agilité, des cercles sur le RSE, des cercles, je ne sais pas, sur la diversité, l'inclusion, etc. Et bah, elles vivent le temps qu'elles doivent vivre. Et donc, elles sont définies plutôt par rapport à leur mission. Elles ont une durée de vie qui n'est pas définie. Alors que si on prend bah, l'organisation produit, c'est par rapport à une fonctionnalité. Et elle va avoir une durée de vie beaucoup plus grande, mais la fonctionnalité, elle est plus par rapport à l'usage qui va en être fait ou le business model qu'il y a derrière, donc la stratégie produit. Et le flux, elle est plus par rapport donc à la valeur qu'elle doit délivrer et son engagement de service. Laurent? Question Laurent. Ouais. Enfin, si vous connaissez un peu, vous connaissez un peu Théodo, l'organisation, comment ils sont? Ils ont Théodo qui est la société mère, et en fait ils ont plein d'autres entités qui sont des ESN, certaines dans le cloud, d'autres dans le conseil, etc. Est-ce que t'appellerais ça un réseau? Oui, mais c'est comme ailleurs, c'est un réseau d'intraprises, donc c'est plus large. Et là, je regarde à l'intérieur d'une organisation. Une organisation, bah, c'est une business unit pour faire peut-être simple, ou un département. Donc je zoome là. Ok. Parce que encore une fois, le réseau d'intraprises, c'est un petit peu différent. On est au niveau portefeuille. Là, on n'est pas, on se situe pas dans la réflexion au niveau portefeuille. Effectivement, je l'ai pas précisé parce que c'est quand je parlais d'organisation, pour moi, on était vraiment à ce niveau-là. Et Marou, tu as levé Laurent? la main? Ouais, merci. En fait, je viens de me rappeler d'un des critères, d'un des autres critères, c'était le flux de valeur. Ouais. Et le flux de valeur, en fait, il n'est pas bien défini dans chacun des quatre paradigmes que tu as notés avant, par exemple. Et le flux de valeur, ça peut inclure des trucs très techniques, par exemple, comme les flux financiers. Il y a des méthodes de gestion de produits qui viennent de boîtes comme Bain, par exemple, où tu as clairement des façons, des techniques de faire des balance sheets pour les différents composants de ton produit. Donc, ça Ouais. va de la production enfin, de la delivery, du design, delivery, production jusqu'à operations. En gros, ça va vraiment end-to-end. C'est très, très technique. Et il y a même, je crois, un cours dessus euh, que j'avais fait. Donc, ça, c'est flux de valeur. Donc, ça inclut aussi les flux financiers. C'est aussi un autre critère. Mais ça, c'est rarement, je crois que je n'ai jamais vu abordé dans aucun des meetups agiles que j'ai fait en Mm. quasiment une dizaine d'années. Jamais, je crois. Alors, ça serait bien qu'on ait la référence pour qu'on puisse creuser. Mais en fait, euh, quand on parle d'organisation, là, je parlais de business unit.
mais globalement, moi, mon idée, c'est que c'est le dernier niveau de décision stratégique qui définit le périmètre d'une organisation. Pour faire très rapide, donc enfin, dans une entreprise, on a une cascade de stratégies. On a la stratégie corporate qui gère le portefeuille d'activités, savoir en gros si je vais aller sur un autre marché, sur un autre produit, etc. Donc peut-être si je vais créer une autre business unit. Et puis au sein des business units, on a des décisions de stratégie business, c'est-à-dire comment je vais être le meilleur sur ce marché ou sur ce produit. Et donc, si on a ça en tête, effectivement, on rejoint ce que dit Marou, c'est-à-dire que une des caractéristiques d'une organisation, c'est d'avoir son propre compte de résultats, son propre PNL, c'est-à-dire que elle gère, elle est autonome sur ses flux financiers, ses recettes, ses dépenses, et il faut évidemment que la business unit soit rentable. Sinon, justement, on remonte au cran du dessus, c'est-à-dire au portefeuille, c'est-à-dire que certaines business units peuvent être des aides financières d'autres business units. Et donc, c'est notamment ce qui caractérise pour moi l'organisation produit, c'est que une organisation produit gère son compte de résultat de son produit. Voilà, si elle a des clients, des utilisateurs, etc. Dans le flux, c'est un peu différent parce que justement là, ce qui va vraiment, c'est que l'organisation gère son propre SLA. Évidemment, elle a son compte de résultat, mais c'est ça, elle va être responsable, propriétaire, on va dire, des engagements de service qu'elle va mettre en face. Et la différence, c'est par exemple, je sais pas, quand on avait des équipes TMA à l'époque, tu as une entreprise qui développe son produit, qui le donne à une ESN pour la maintenance corrective et évolutive. L'engagement, c'était un engagement de service à corriger X bugs majeurs en X jours, etc. C'était ce genre de choses qui étaient dans le contrat, mis en avant dans le contrat. Dans le réseau, c'est moins évident ton flux de valeur, Marou, parce que finalement, si on est par rapport à la mission, là, la mission, elle est pas forcément financière. Donc, c'est plus par rapport à la stratégie de la boîte. Et si on va jusqu'au projet, là, c'est un petit peu différent. Et là, je rigolais quand je regardais vos tickets parce que là, on retrouve tout ce qu'on a en tête, tout notre imaginaire ou tout ce qu'on a vécu. Certains ont des cheveux blancs comme moi. Dans les organisations de projet. Mais dans les organisations projet non agiles, là j'ai bien mis entre parenthèses agile, parce qu'on peut faire du projet de manière agile sans que ce soit un produit, sans que ce soit du flux. Et alors il y a peut-être des choses encore à inventer, je suis d'accord, mais on peut le faire de manière agile et ça ne veut pas forcément dire que la hiérarchie est stable, ça ne veut pas forcément dire qu'on est dans un truc rigide comme on a vécu ou comme on se le projette. Parce que dans l'agilité, encore une fois, on a construit beaucoup l'agilité logicielle par rapport au mode projet traditionnel et on n'en pouvait plus et ça nous a fait un bol d'oxygène. Pour autant, l'organisation de projet peut être intéressante et donc j'en discutais avec Camille dans notre groupe. Moi, ce qui le distingue, je vais aller vite parce que je voudrais passer à la suite. Ce qui le distingue, notamment, c'est comment on construit l'équipe. Et l'équipe, on peut la construire autour comment dire, autour d'objectifs. Et donc, se fixer une deadline effectivement pour atteindre notre objectif. Je prenais l'exemple de Camille qui travaille dans l'organisation Agile Lille. Agile Lille, il y a une date, il y a une équipe d'organisation, ils sont en mode projet. Parce qu'ils ne sont pas en mode produit, ils ne vendent pas un produit, ils ne sont pas en flux, ils ne sont pas dans la maintenance ou dans le délivré de la valeur en continu. Par contre, il faut qu'ils construisent cette organisation et de la manière la plus agile possible. Alors là, évidemment, comment dire, c'est associatif, etc. Donc c'est particulier, mais dans le monde de l'entreprise, on a ces événements également. Et donc, ce sont des équipes qui sont orientées objectifs. Si par exemple, on a des OKR, ça peut être on peut construire une équipe temporairement associée à un OKR. Tactique ou stratégique. Quand ceux qui suivent mes formations, je parle de docker partagé ou docker commun, avec une équipe temporaire, c'est exactement ça. Et ça, c'est très intéressant.
Et ça peut être typiquement la différence, si vous voyez des choses passer, entre des feature teams dans l'organisation produit et des impact teams dans une organisation plus projet. Et donc, effectivement, l'équipe va être plus temporaire, alors qu'elle est plus stable dans une équipe projet. Je bascule là, donc revenez sur Zoom et quittez gardez ouvert Miro, mais je partage mon écran. Donc moi, j'ai essayé de faire une petite topologie. C'est un exercice qui n'est pas facile, donc c'est pas forcément c'est la typologie que j'ai aujourd'hui. Voilà. Euh, et donc, j'ai essayé de prendre deux axes qui parlent d'une certaine manière, qui sont liés d'une certaine manière à l'agilité. La première est évidente, c'est-à-dire est-ce qu'on a un environnement stable ou un environnement dynamique? On parle beaucoup d'environnement VUCA ou d'accélération du changement, ça c'est plutôt en bas, mais on a également des environnements qui sont plutôt stables. L'axe horizontal, il est un petit peu différent. Global, local. Pourquoi j'ai ça? C'est que dans une organisation, euh, le matriciel aurait une place dans l'un de ces archétypes. Ouais, bien sûr, évidemment. Le matriciel, il a évolué, hein, on l'appelle maintenant Spotify. Pardon. Non, mais en fait, on peut le faire évoluer le matriciel sous deux axes. Soit une organisation produit avec du matriciel, soit une organisation flux. Et c'est beaucoup plus dans l'organisation flux qu'on retrouve du matriciel agile ou du matriciel évolué, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'on l'a dans l'environnement stable, d'ailleurs. Alors pourquoi global, local? Encore une fois, c'est que nous, coach agile, on se dit systémicien, on a une approche systémique de l'organisation. Mais quand on se penche sur la systémie, une des premières choses qu'on apprend, hein, c'est que pour optimiser globalement le système, ce n'est pas la somme des optimisations locales. Ça veut dire que quand on cherche à optimiser globalement, il y a forcément des sous-systèmes qui sont suboptimales, enfin donc sous-optimales. Ou si on cherche à optimiser localement, ça veut dire que le système est globalement sous-optimal. Et donc, l'agilité là-dedans, c'est quoi? C'est essayer de trouver un équilibre entre une optimisation globale, parce que l'entreprise, elle doit avoir une performance. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière le terme performance? Ça peut être plein de choses, hein, c'est pas forcément que financier, mais globalement, si on a une entreprise, c'est qu'on va avoir une performance globale. Mais l'agilité, si on veut être agile, c'est aussi adapter localement pour avoir des feedbacks, pour ajuster, etc. Et l'adaptation est locale. Et donc, j'ai construit cette matrice un petit peu comme ça. Et donc, le produit, ça serait plutôt dans un environnement stable et avec une optimisation globale, celle du produit. Le flux, c'est plutôt un environnement stable et une optimisation globale, celle de l'engagement de service. Dans le réseau, on est plutôt dans une approche dynamique, parce que la différence aussi qu'on a dans l'organisation dynamique, c'est les liens entre les cellules. Elles peuvent apparaître, disparaître selon les besoins. Et là, il n'y a pas d'organigramme ou autre qui impose ça, qui rigidifie, on va dire, ces liens. Et puis l'organisation projet, qui est plutôt une approche globale. On veut atteindre un objectif plus global, mais dans un environnement dynamique, dans le sens où les équipes ne sont pas forcément stables. Marou? Moi, j'ai peut-être un biais. C'est le projet global. Ça me choque. Ça me choque un peu comme ça de prime abord. Parce que généralement, les projets, c'est, enfin, tu vois, bien qu'ils soient agiles, t'as une date de fin, t'as un budget défini, etc. Donc, c'est amené de toute façon à avoir des actions. Enfin, c'est plutôt ponctuel, en fait. Et même le périmètre lui-même, du fait que ce soit limité en temps, tu limites aussi en périmètre, tu limites aussi en budget. Donc, c'est pas amené à être global, en fait. C'est ça qui, tu vois, alors, à la limite, un programme, il peut être plus global dans ce cas-là. Mais tu vois, projet, c'est peut-être le mot, hein, c'est juste un biais peut-être sémantique. Oui. Alors, tu as raison, c'est juste le mot. Global sur le produit, enfin sur l'organisation produit, c'est global au produit. Et puis sur le projet, c'est par rapport à l'objectif qu'on cherche à atteindre avec ce projet. Et
si l'objectif il est énorme, effectivement, tu peux avoir un programme, c'est-à-dire plein de projets, avoir une roadmap de projets, etc. Si c'est un petit projet, un résultat plus restreint, tu peux avoir juste une équipe qui gère un projet sur quelques semaines. Et par contre, voilà, on cherche à avoir comment dire, à optimiser globalement tout ça pour qu'on atteigne le résultat au final. Ouais, le terme te plaît pas, je comprends. Ouais, parce que moi, les visions que j'ai des projets, c'est que justement, c'est vraiment des actions plutôt locales plutôt que globales, en fait. Ah bah, un projet de transformation digitale. Alors, effectivement, là, c'est plus Ouais, un du coup, programme. ouais, d'accord. Donc c'est le terme. Pour moi, c'est un programme, tu vois. Ok. Mais Donc ouais, c'est vraiment sur la sémantique sur lequel on. oui, parce que comment dire, je mets pas de volumétrie derrière ça. Ouais. Ok. Ok. Marou, tu voulais dire? Ouais, je voulais parler des abstractions que tu fais sur la matrice, des projections, les dimensions, ce que Ouais. j'appelle les projections. Mais avant, je voulais passer sur la partie, le quadrant en bas à droite, Ouais. projet, par réaction. En fait, moi aussi, j'ai souvent été dans le même schlamassel, disons, pour essayer de trouver le bon vocabulaire. Mais je trouve projet très adéquat. Pourquoi? Je parle de mon opinion, parce que ça s'applique aux initiatives qui ont une date de début, une date de fin, un objectif bien donné, mais qui n'a rien à voir avec des produits ou des objectifs utilisateurs. C'est des objectifs souvent définis en interne. Et surtout pour moi, le critère killer, c'est le critère Work Breakdown Structure. En gros, c'est prédéterminer qu'est-ce qu'on veut faire. Après, c'est l'exécution de ce projet-là qui est agile. Donc, c'est un peu, comment dire, un oxymore. Et c'est embedded, comment on dit, embedded, embarqué dedans, Embarqué, ouais. c'est inclus dedans, mais c'est comme ça, c'est la réalité du monde. Nous, on essaie de décrire le monde. Enfin, nous, je parle de, je n'ai rien à voir avec Laurent, les gars. Moi, je suis juste, c'est dans juste la framework. Et la framework, je l'avais vue une seule fois avant, c'était quand Laurent a fait la toute première présentation dessus. Je crois que Ouais, c'était décembre l'année dernière. ouais, c'est décembre. Ouais. Depuis, je suis pas arrivé à venir, donc il faut vraiment que je regarde les enregistrements. Ce que je voulais dire, c'est que je me suis toujours demandé comment tu allais faire pour expliquer ça Ça aussi, oui. à différentes audiences, et c'est ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que les projections que tu peux utiliser, donc en gros, ce genre de matrices sont Ouais, très utilisées dans le consulting. Pourquoi elles sont appréciées? Et c'est pas des coups de génie. Mais si, c'est des coups de génie. Pourquoi? Parce que merci. c'est une très très belle simplification du monde. Ça réduit la perception que tu as sur un ensemble très complexe en vraiment en se limitant à un ensemble de dimensions très limitées qui sont deux, et tu positionnes les éléments par rapport aux autres. Du Ouais, coup, c'est très apprécié pour commencer à aborder ça. Mais ce que je trouverais super intéressant, c'est que tu essaies différentes, différentes combinaisons de dimensions, enfin, trouve d'autres dimensions à part ces deux-là, et que tu places les quatre paradigmes sur des matrices qui combinent différentes combinaisons. Et ça serait vraiment super bien parce que ça permettrait aux gens ouais, d'aborder ces quatre paradigmes à travers des angles vraiment enfin, différent. Ouais. différents à chaque fois. Ouais. Alors, déjà, à partir du moment où tu as dit coup de génie, j'ai arrêté de t'écouter, donc je te remercie. Ouais, ouais, c'est pas crédible. Ouais, ouais, bon. Non, mais alors, c'est- euh, Marou, tu n'imagines pas le nombre de matrices et d'axes différents que j'ai testés avant d'arriver à ça. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la bonne matrice, et il y en a d'autres. En tout cas, c'est celle qui me parlait le plus, et c'est celle où il y avait le moins comment dire, de recouvrement, c'est-à-dire sur d'autres matrices, mais il ne faut pas qu'on reste trop longtemps dessus. Mais bah, voilà, le flux, il était sur deux cases, etc. Donc c'est celle où il y a on peut le plus distinguer. Mais je travaille toujours à en chercher d'autres. Je ne suis pas complètement satisfait non plus. C'est une très bonne première étape à mon sens, mais elle n'est pas suffisante. Je vous emmène plus loin. Parce que là, on a fait les organisations, c'est bien, c'est déjà bien, hein, ceci dit. Mais la deuxième étape, qui va être beaucoup plus rapide, mais qui nous rassemble ici, c'est l'agilité. La question, c'est, d'accord, maintenant on a quatre organisations, quatre modèles organisationnels différents. Euh, on y met de l'agilité différent, hein, vous avez mis Kanban, Scrum, etc. La question est la suivante. Donc on va se déplacer un petit peu, on va revenir. Tac. La question, donc vous allez refaire un petit breakout, mais pas long. La question, c'est quelles méthodes agiles sont les plus appropriées? Alors, méthode agile et puis framework à l'échelle, peut-être aussi. Euh, et vous allez les placer donc dans les organisations,
Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus en réalité. C'est pour vous mettre dans le bain. Ce qui m'intéresse le plus, c'est d'essayer de répondre à quelle agilité attendez-vous de chaque modèle. Si on a des modèles différents, on va avoir une agilité différente, mais la question c'est qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Donc l'exercice normalement était le début de l'exercice, c'est-à-dire essayer de placer les méthodes, c'est moins facile. Enfin, c'est pas si facile, mais c'est plus facile que l'exercice précédent. On est beaucoup plus à l'aise hein, de mettre des méthodes, même si on n'est pas d'accord. Hein, il y a des choses, moi je suis pas d'accord, et vous non plus, puisque vous avez mis par exemple less à différents endroits, fast à différents endroits, etc. Euh, Et fast plusieurs fois au même endroit. et fast plusieurs, ouais, et Scrum de Scrum aussi. Mais qu'on soit d'accord ou pas, c'est intéressant parce que ça veut dire en gros. Qu'on on peut le prendre par le biais des méthodes, c'est simple, ou par le biais des frameworks. On peut se dire que, d'accord, par rapport à des modèles organisationnels, on l'a vu qu'il y avait des choses derrière, des contextes différents derrière, on peut associer des méthodes et des frameworks différents. Donc ça veut dire que plutôt que d'avoir une guerre de chapelle en disant que Kanban c'est mieux que Scrum, ce qui est vrai, hein, c'est toujours vrai. Mais plutôt que se dire, ah, nanana, ma méthode, elle est meilleure que la tienne, etc., c'est plutôt se dire qu'il y a des méthodes dans des contextes différents, ça on le sait, hein, c'est une boîte à outils, et évidemment les outils, il faut les utiliser dans le bon contexte. Mais là, on commence à se donner un cadre plus large qui va donner du sens, un contexte plus précis, plus spécifique, qui va nous emmener telle ou telle méthode, tel ou tel framework. Donc après, faut se mettre d'accord sur les différences. Mais donc la question qu'il y avait derrière, c'est du coup, quelle agilité on en attend? Parce que si, si effectivement, dans l'organisation en flux, j'ai du Kanban, je m'engage sur du LSLS, je vais être prédictif, alors que si je vais sur et les équipes sont stables, et voire spécialisées, si je me mets dans du projet, c'est plutôt par rapport enfin, dans du réseau par rapport à la mission, etc. Il est clair, et pas avec les méthodes, il est clair que j'en attends pas une même agilité. La question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière ce thème agilité et comment on pourrait la spécifier par rapport au contexte. Est-ce que vous avez eu le temps, pardon, de discuter de ça et des Tu nous pistes? avais pas, tu ne t'avais pas masqué ton tableau, donc on a été le regarder. Ah, il De y en a quoi qui sont malins. l'agilité? Et ouais, l'agilité des archétypes, il n'était pas masqué. Ah zut! Et ben pourquoi je le vois pas? Bah, nous, on Ah, n'était pas. il était. Non mais attends, ouais d'accord, il n'était pas masqué. Je suis d'accord. Et puis ah oui bah ouais bah voilà. Bon alors du coup Tout cassé. s'il y en a qui ont triché, Mm. bah, je vais, et surtout qu'il nous reste quelques minutes, alors je ne veux pas lire le truc, mais ce que moi je vois, alors les termes sont agilité opérationnelle, tactique, tout ça, c'est encore un autre point de vue, Mm. mais c'est surtout les petits mots en bleu, les petites définitions en bleu derrière sur lesquelles je me suis concentré. Euh, Déjà, pour expliquer les termes, c'est que en réfléchissant justement à qu'est-ce qui ça veut dire quoi une agilité différente? Donc, qu'est-ce qui définit l'agilité quelque part, hein? Juste pour comprendre ce que j'ai écrit, euh, moi, moi, j'ai essayé de réfléchir depuis maintenant plusieurs années à qu'est-ce qui est spécifique dans l'agilité. Être collaboratif, d'accord, l'agilité mène à la collaboration, mais c'est pas du tout la seule approche qui mène à la collaboration ou l'intelligence collective ou le bien-être au travail, ou que sais-je. Donc, c'est pas spécifique à l'agilité. Donc, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui le rendait spécifique? Et en tournant autour, j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici, mais c'est globalement tout ce qui tourne autour le fait de piloter du changement. Que le changement vienne de l'interne, comment dire, qu'on le déclenche ou qu'on le subisse parce qu'il vient de l'externe, peu importe, c'est cette capacité à le piloter. Pas à le subir, mais être voilà. Et dans la réponse d'une entreprise face au changement, parce qu'il y a différents types de changements, eh ben, on a différentes manières d'y répondre. Il y a la réactivité, c'est vraiment là dans le comment dire, dans le temps, dans la rapidité, au fait, voilà, j'ai un changement, j'y réponds. Mais par contre, je ne vais pas changer structurellement mon entreprise pour y répondre. La flexibilité, là, c'est la marge de manœuvre que je vais avoir face à des demandes qui sont un petit peu sur le côté, des demandes un peu spécifiques. Est-ce que je peux tordre le cou à
à mon service, à mon produit, à ma solution pour répondre de manière plus spécifique. Par exemple, tous les progiciels finalement ont de la flexibilité parce que peuvent s'implémenter dans des contextes très différents les uns des autres. Et l'adaptabilité, là, on est plus sur le long terme, on est sur le fait de savoir faire évoluer la structure, la culture, enfin tout ce qui a de l'inertie dans l'entreprise pour s'adapter aux changements plus profonds. Et la proactivité, c'est le fait de savoir provoquer le changement pour apprendre vite. D'accord? Donc ça, c'est mon point de vue, c'est ce que j'appelle des capacités, ça fait partie des capacités organisationnelles qu'une entreprise agile doit développer pour être plus agile. Et donc si on regarde de plus près, la partie qui correspond au produit, en termes de réactivité, c'est adresser les feedbacks des utilisateurs. Hein. Voilà, j'ai un retour lors d'une démo, il faut que je réagisse, il faut que j'ajuste, ou j'ai une demande en prod, il faut que j'ajuste. La flexibilité, ça va être la capacité justement à répondre à des usages spécifiques ou évolutifs. Qui c'est qui bouge tous les cadrans là Je viens de te le remettre en place, il avait été bougé. pendant que je parle? Et puis l'adaptabilité, on est plutôt C'est dans, moche. dans le fait de s'adapter comment dire, à l'évolution du marché et l'évolution technologique. Et puis la proactivité, c'est de découvrir de nouveaux usages métiers et produits. Si je le compare comment dire, à l'agilité issue du flux, peut-on considérer qu'un système agile est un système qui s'extrait des méthodes usuelles? Alors, ça dépend ce que tu mets derrière le terme usuel. Non, je dirais non par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, on a construit l'agilité les méthodes agiles un peu en réaction par rapport aux méthodes usuelles, traditionnelles, je mets ce terme-là derrière. Mais quand on va au niveau de l'entreprise, en fait, l'entreprise agile ne se construit pas en réaction à une entreprise traditionnelle en réalité. C'est plutôt une évolution où l'agilité trouve sa place à un moment donné. Mais là, il faudrait qu'on prenne plus de temps pour expliquer ça. Je continue sur. Mais ta question est très pertinente, hein. C'est juste que je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour aller au bout. Donc, la partie flux, eh bien, c'est plutôt ajuster le flux par rapport à la demande réelle. Globalement, l'agilité du flux, c'est ajuster la capacité à la demande. Ils l'ont fait au travers quoi? Le fait d'ajuster des limites, les limites WIP, d'ajuster au-delà de ça, de faire de la planification juste à temps. D'accord? La flexibilité, c'est super intéressant ça, parce que tout à l'heure dans le produit, c'était la flexibilité sur l'usage du produit, voilà, avec des fonctionnalités qui ne sont pas rigides. Dans la flexibilité du flux, en fait, on peut le retrouver au travers des classes de services. Moi, ce qui m'avait frappé quand j'ai commencé le Kanban, c'est qu'on avait un même système, un même processus, mais qu'on pouvait avoir des vitesses différentes au sein de ce processus, au sein d'un même processus, et qu'on pouvait être prédictible sur ces vitesses différentes, et ensuite, c'est devenu des classes de services. Et bien, le fait d'avoir des classes de services différentes donne de la flexibilité à mon flux. Et puis, l'adaptabilité, j'en ai parlé. Si on Et tu regarde, n'as pas de proactivité côté flux. je cherche encore, pour D'accord. tout te dire. Je ne suis pas à l'aise avec cette notion de proactivité dans le flux. Voilà, c'est peut-être sur l'innovation. Alors, il y a aussi des innovations différentes, hein. Alors, tu vas comprendre pourquoi je parle de ça. Dans le produit, l'innovation, on est plus sur l'innovation de continuité, c'est-à-dire des relais de croissance. Je crée une nouvelle fonctionnalité. Je vais adresser un nouveau segment d'utilisateurs avec le même produit en adaptant les fonctionnalités, etc. Dans le flux, c'est l'innovation d'efficience qu'on va chercher, c'est-à-dire être meilleur dans l'utilisation de nos process et de nos flux. Et là, on peut être innovant. Et là, peut-être, je peux être proactif sur chercher de nouvelles manières de dérouler ma chaîne de valeur, mais je ne suis pas à l'aise avec ça. L'agilité au niveau du réseau, donc c'est plutôt en termes de réactivité, réagir rapidement aux opportunités, du fait que justement on est des cellules très autonomes et qui peuvent répondre à une demande locale, qui est peut-être une opportunité qu'on va chercher à saisir et qui est éphémère. Flexibilité, c'est pouvoir répondre aux demandes spécifiques en se reconfigurant, en recréant des interactions entre les différentes équipes. Et puis adaptabilité, on sait que justement
les cellules, elles peuvent pivoter, ça c'est du Lean Startup, elles peuvent pivoter sur leur business model. Et on peut le faire parce que justement, si elles meurent, si elles changent de business model, elle a pas, comment dire, elle met pas en péril les autres cellules qui sont quasi autonomes. Voilà. Et puis le projet, c'est sa capacité à expérimenter rapidement des hypothèses. Ceux qui font des OKR, hein, c'est vraiment changer d'initiative. Donc désolé pour encore une fois les acronymes. Flexibilité, c'est ajuster les objectifs tactiques et les ressources au fur et à mesure de ce qu'on apprend, de ce qu'on réalise. Adaptabilité, c'est pareil, mais au niveau un peu plus stratégique. Et puis la proactivité, là, on est plutôt sur une pipeline d'innovation, voilà, des idées. Donc, vous voyez, alors encore une fois, on est d'accord, pas d'accord, c'est pas très grave, hein, c'est une réflexion qui est en cours, mais on arrive quand même, d'une certaine manière, à dire, par rapport à des modèles organisationnels, donc à des contextes, on va attendre une agilité différente, et c'est ce qui justifie aussi le fait d'avoir des modèles différents. Et donc, on en arrive à la fin à se dire, ah ouais, ok, donc une entreprise, c'est un portefeuille de business units, d'unités, de départements, qui ont des contextes spécifiques, peut-être des stratégies même différentes, et pour lesquelles on veut avoir une certaine agilité, une certaine réactivité, une certaine flexibilité, adaptabilité, qui ne veut pas dire la même chose d'une business à une unit à une autre, et donc, derrière, on va proposer un modèle qui soit adapté. Et ce qui veut dire qu'une entreprise agile, c'est pas une entreprise où on a mis du safe partout ou du less partout, peu importe, hein, je ne juge pas les frameworks. C'est pas une réponse universelle. C'est plutôt une entreprise qui sait gérer des organisations qui ont leur propre modèle opératoire avec des certaines capacités agiles plus ou moins développées selon les besoins et qui sait gérer cette hétérogénéité. Et là, je vous laisse réfléchir là-dessus. Sympa, le mec. Voilà, donc je voulais avoir vos retours sur un petit peu tout ce qu'on s'est dit et le débrief là pour savoir s'il y a de l'écho, si ça vous parle, si vous y comprenez rien. Donc, c'est super intéressant. Après, ce que tu dis, c'est que j'ai pas pris le recul théorique pour digérer tout ce que tu dis. Ouais. Euh, Après, ça me fait écho sur pas mal de choses. J'essaie de le mapper sur mes propres expériences. J'y arrive pas tout le temps. Après, j'entends tout à fait ce que tu dis. C'est super intéressant. Euh, Ce que je voulais savoir aussi, c'est par rapport à ce que tu dis, par rapport à l'agilité. Est-ce que c'est pas lié aussi au niveau où l'organisation délègue la décision, finalement? C'est plus c'est bas, finalement, plus c'est agile. Alors là-dessus, ça fait partie pour moi des principes de l'agilité qui peuvent devenir des dogmes si on regarde au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tous pris l'agilité par le fait qu'on avait des équipes autonomes. Donc, on leur a délégué quelque chose. La question, c'est qu'est-ce qu'on leur a délégué et qu'est-ce qu'on met derrière autonome. En fait, au niveau des méthodes agiles, moi, je parle d'agilité opérationnelle parce qu'on a délégué quoi? On a délégué des décisions opérationnelles. En fait, ce qu'on a réussi à enlever avec l'agilité, avec les méthodes agiles, c'est le micromanagement. Ce qui est énorme déjà, hein. Donc, on est allé sur l'équipe auto-organisée, mais pas auto-gérée. C'est-à-dire on ne leur a pas délégué les prises de décision qui sont au-dessus. Les décisions qui sont au-dessus, ce sont les décisions d'abord tactiques. Alors, il faut se mettre d'accord sur ce que veut dire le terme tactique. Et puis au-dessus, c'est la stratégie. Il faut se mettre d'accord ce qu'on met derrière stratégie. Mais typiquement, pour ceux qui connaissent encore une fois les OKR, donc les objectifs et résultats clés. Alors, les systèmes bipolaires, je vais essayer d'y répondre très rapidement, hein. Beaucoup trop rapidement, mais j'essaie de le mettre en tête. Je vais jusqu'au bout de la question de Miguel. Au niveau tactique, avec les OKR, on essaye de déléguer les prises de décision tactiques et de les mettre dans les mains de l'équipe. Donc, on monte d'un cran.
La question, c'est jusqu'où on peut monter dans la délégation. Eh bien, on va s'arrêter évidemment au niveau stratégique, parce que après, c'est la stratégie corporate et ça, c'est pas de la main des équipes. Mais en réalité, même les décisions stratégiques, elles s'arrêtent au niveau de moi ce que j'appelle l'unité stratégique. L'unité stratégique, en fait, cette délégation, faut que je le prenne de différentes manières, mais dans le cas des différents modèles, elle s'arrête à des niveaux différents. Je m'explique, dans une organisation produit, ça a évidemment du sens qu'on aille jusqu'à une stratégie produit. Et donc, l'organisation produit a sa propre stratégie produit. Et c'est pour ça qu'elle a son compte de résultats, etc. Donc, maintenant, est-ce que tu délègues la stratégie produit aux équipes? C'est très délicat. Est-ce que ton équipe, est-ce que ton produit, c'est 1000 équipes ou est-ce que c'est une équipe? Si dans le cas d'une startup, voilà, évidemment, ou une scale-up, tu peux être très participatif dans la définition de ta stratégie, mais en réalité, tu vas t'arrêter. Tu vas vite t'arrêter parce que c'est pas scalable et puis parce que surtout les décisions stratégiques nécessitent d'avoir une pensée stratégique et des informations du marché, des concurrents, etc. Et on n'a pas le temps ou la capacité d'avoir tout ça collectivement, je dirais. Et donc, ça se discute, hein, je vois Monica qui dodeline, ça se discute tout ça, mais parce qu'on est dans des contextes différents, d'une start-up à un grand compte, et ben, il y a des contextes où oui, c'est possible, et d'autres où non, c'est pas possible. Donc, c'est un curseur, et donc, j'ai pas une réponse. Euh, Ce que j'ai envie de dire, c'est que dans le produit, on va arrêter la stratégie au niveau du produit, dans le flux, on va arrêter au niveau des chaînes de valeur en fait, on va s'arrêter au niveau où on décide du SLA, si on arrive jusqu'à là. Alors justement, la délégation est beaucoup plus basse dans l'organisation réseau. C'est une organisation qui est beaucoup plus plate. Il y a beaucoup moins d'intermédiaires, puisque chaque cellule définit sa mission. Elle est définie par sa mission. Et donc, on n'a pas forcément de stratégie, mais on pourrait dire que si on le met au niveau de la mission, la décision stratégique, si elle en a une, donc là, c'est la cellule qui est complètement autonome à ce niveau-là. En revanche, il faut bien que la mission soit alignée avec celle de l'entreprise. Donc ça, voilà. Et puis, dans le projet, eh ben, soit c'est un programme, soit c'est un projet, on se l'a dit tout à l'heure. Généralement, tu as une stratégie qui est au-dessus et on est plutôt dans une décision tactique au niveau du projet. Et donc, là encore, ça se discute, hein, il y a des décisions qu'il faut, des chantiers stratégiques. Et donc voilà. Donc la question de la délégation est pas si évidente. Et en fait, pour moi, j'en suis plutôt arrivé à me dire à quel niveau les décisions stratégiques et tactiques et opérationnelles arrivent et du coup, qui est capable de les faire. C'est plutôt ça Et en fait, par défaut, on va essayer de déléguer le plus possible, mais on va s'arrêter là où on doit s'arrêter. Et alors, pour revenir à ce que disait Dina, la question, alors, je sais plus comment tu as. Alors, attends, c'était les systèmes bipolaires. Alors, bipolaire, moi, je n'utiliserai pas forcément ce terme, pardon. Je parlerai, enfin, c'est peut-être le bon terme, en fait, j'en sais rien. Effectivement, moi, dans une entreprise agile, non, par rapport à ce que je viens de dire, on est dans une approche mixte. C'est-à-dire que les décisions stratégiques, elles sont plutôt descendantes. Alors, encore une fois, on peut le faire de manière participative. Mais une entreprise, elle ne se définit pas que par de la stratégie émergente. Dans une stratégie, il y a à la fois de la stratégie qui descend et de la stratégie qui émerge. Et la stratégie réalisée, c'est la somme des deux. D'accord? Et ben dans une entreprise, il y a une grande partie de la stratégie qui est délibérée, qui descend. Donc, les choix de modèle organisationnel, si elles sont liées à la stratégie, ben, elles sont aussi en partie descendantes. Mais on va s'appuyer sur l'agilité au niveau des équipes et on va avoir une part d'émergence au niveau des équipes et là, c'est remontant. Et donc, les entreprises agiles, moi, plus j'avance, plus je me dis que ce sont des systèmes bipolaires, comme tu le dis, Dina, à la fois descendants et remontants. Et
Et c'est là où on a la limite de la business agility. Alors, il faudrait qu'on se mette d'accord sur ce terme-là, mais moi, pour simplifier, la business agility, c'est une agilité qui essaye de passer à l'échelle avec tout ce qu'on a appris, les principes, les valeurs et ce qu'on a appris, notre expérience au niveau des équipes et multi-équipes. Donc, en fait, c'est une approche qui est vraiment bottom-up et émergente. Et ben ça a des limites. Voilà, pour moi, c'est une approche mixte. Avec l'IA, Monica, avec l'IA, je pense qu'on peut avoir des infos de la. Oui, bien sûr. Je suis entièrement d'accord avec toi. Plus ça va aller, plus on a d'infos qui permet d'avoir une pensée stratégique, qui permet de prendre des décisions. Le problème, c'est qu'on a trop d'infos, donc il faut savoir faire le tri. Et le tri pour savoir quelles sont les bonnes informations qui vont alimenter notre réflexion stratégique ne sont pas forcément si simples. Et surtout, ce qu'il y a derrière, et j'avais commencé par là, c'est d'avoir des notions comment dire, d'analyse stratégique. Et ça, c'est des compétences des connaissances et des compétences qui s'acquièrent, hein. C'est comme, voilà, tout le monde ne peut pas être développeur, tout le monde ne peut pas être grand stratège, hein. Même s'il y a une part comment dire, c'est aussi des compétences qui se développent. Donc l'IA va pas tout faire là-dessus et on peut pas reposer sur l'IA pour avoir ces réflexions stratégiques parce que sinon on va avoir la même stratégie que les concurrents et justement c'est pas ce qu'on veut. Régis, il doit y aller, salut. Bof l'IA, Dina, zéro créativité ni esprit critique. J'ai répondu sur ce sujet. Enfin, j'ai répondu très très vite hein, parce qu'on a dépassé le temps. Voilà, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres points avant qu'on clôture? Moi, j'avais un point Ouais, qui a en fait quelque chose qui est assez bridant quand on fait de l'agilité, c'est que généralement, tu vas avoir une organisation qui est agile. Il y a une chose qui reste généralement peu agile, c'est toute la partie budgétaire financière. Et c'est souvent un frein à l'agilité, parce qu'en fait, c'est le frein à main. ouais. Comment tu vois ça justement? Parce que tu parles des différentes agilités, mais finalement, l'agilité financière, ça n'apparaît pas. Et je pense que c'est important. Ouais, ouais, ouais. Alors en fait, parce que là, je parle de modèle organisationnel et ça fait partie des process budgétaires, process de décision. Salut Philippe. Et oui, pour moi, faut là, il y a tout un pan sur lequel on doit avoir des réponses. Alors, il y a déjà des réponses, hein, Beyond Budgeting, lean Budgeting, Lean Portfolio Management. Et une des bases, un des trucs de base, c'est de synchroniser ces process, c'est-à-dire d'avoir une approche incrémentale. On a une approche incrémentale du delivery, d'accord. On a maintenant, avec les OKR, une approche incrémentale des réflexions tactiques et stratégique. Et en fait, il faut synchroniser ces processus budgétaires, financiers, tout ce qui est décisionnaire C'est ça. avec ces cycles-là. Et ça, J'allais te dire. ça fait partie de ce que j'ai mis derrière le terme d'agilité portfolio et d'agilité stratégique. Mais là, c'était pas le sujet, là. Ok. Mais Tu ouais, penses ouais, pas que ça fait pas, tu penses que ça fait pas partie justement de la délégation décisionnelle, justement, cette partie euh, euh, ownership et responsabilité du budget? ah bah, alors si, typiquement, quand je disais qu'une organisation produit, elle gère son propre compte de résultats et sa propre stratégie produit, c'est-à-dire qu'elle gère le budget, sa business unit. D'accord. Ok. Mais ça, je dirais, je l'ai pas dit parce que en réalité, la plupart des business units gèrent leur budget. Alors, on leur définit le cadre budgétaire et normalement, le responsable de la BU gère son budget. Mais Budget qui est préestimé en amont, mais qui ne là, il y correspond à a. aucune réalité. Tu vois, c'est pas du tout agile. Tu vois, c'est ça, ça. Donc, t'as un Alors, portefeuille, enfin, t'as une enveloppe, mais la une fois question qu'elle est de. figée, Ouais, mais la question, vas-y. Miguel, c'est pas du tout agile. Je te repose la question de quelle agilité as-tu besoin? Parce que quand je suis dans une organisation en flux où je veux être prédictif, etc., je ne vais pas avoir le même besoin d'agilité, même au niveau du budget, que je sais pas, dans une organisation réseau ou organisation projet, par exemple. Donc, en fait, pour penser l'entreprise agile, à un moment donné, il faut se déconnecter de tout ce qu'on connaît au niveau des équipes. Mhm. Certes, il faut apporter des réponses, mais elles ne sont pas aussi automatiques que celles qu'on connaît dans l'équipe.
Parce que l'agilité au niveau de l'entreprise ne veut pas dire la même chose. Donc oui, tu as raison, le budget, tout ce qui est, on l'a vu, des freins, potentiellement des freins doivent être gérés de manière différente, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une manière de faire pour le budget, pour l'investissement qui va marcher pour tout. Oui, tout à fait d'accord. Par exemple, dans la partie exploration, donc on est parti typiquement dans l'organisation réseau, on est beaucoup plus dans l'investissement incrémental. Exactement. OK, maintenant, dans une organisation en flux, je n'ai pas besoin d'investissement incrémental. Parce que je n'ai pas à démontrer des choses. En plus, je peux être prédictif, donc je peux me projeter beaucoup plus loin qu'un horizon de temps de quelques semaines ou quelques mois. Et donc, mais par contre, ça ne veut pas dire que je peux être sur un budget, un processus budgétaire très rigide, parce que j'ai besoin d'agilité, je l'ai dit, il y a Ok, besoin d'agilité, mais ce n'est pas la même. ok, ok, ok. Je l'entends. Donc, c'est plus D'accord. complexe qu'il n'y paraît. Et je n'ai Parfait. pas la réponse à tout encore. Et donc, c'est pour ça que, je vais finir là-dessus. C'est pour ça que pour se dire au revoir, j'avais fait. Alors, attends, tac, boum. Donc, prochain meetup, ça je l'ai dit. Et en gros, donc j'ai dit que ça devenait open source. Parce que justement, j'ai besoin, et je ne peux pas construire tout ça tout seul, et il y a besoin d'avoir comment dire, des vues différentes, des contributions différentes. Donc ça va devenir open source à partir du 2 avril, où je lance une campagne de bêta test d'abord. Et le coup d'envoi, c'est pendant Flowcon. Je fais une conférence et donc ça va être le moment où je vais ouvrir, hein. C'est vraiment open source, c'est sur GitHub, hein, donc c'est du. Ouais, très bien. Et puis, et l'idée, c'est de lancer la V1 de ce framework en septembre. Donc, tu vois, il y a encore des choses à construire. Et même après, il y aura de toute façon des choses à construire. Donc, je vous tiendrai au courant, vous inquiétez pas. Super, super intéressant. Bon, merci aux courageux qui sont restés jusqu'à tard. Et en plus, merci Dina de me l'avoir fait remarquer. On ne fait pas tellement d'efforts pour expliquer tous les termes. Donc, merci de vous être accrochés. Et je vais essayer d'exploiter donc ce que vous avez mis. Moi, j'ai déjà fait ce travail et je les ai déjà, mes résultats. Et donc, dès que ça sort en open source, vous y aurez accès. Donc, c'est Ok, dans quelques semaines. cool. Ça marche, Laurent. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ça Laurent. serait Merci bien beaucoup. aussi d'avoir À des bientôt. petits exemples concrets. Ouais, Par Ouais, exemple, ouais. le cas d'une entreprise, de logiciel ou de restaurant, pour au moins avoir quelque chose sur quoi s'appuyer. Ouais, exactement. je comprends tout à fait. Et en fait, il y a un an, j'avais déjà fait cet exercice différemment et en essayant de partir de cas concrets et ça avait été un échec. Mais je vois bien, j'essaye de le faire de plus en plus, hein, Dina, euh, c'est- euh, mais là, dans le cadre de l'atelier, ça marchait pas. Voilà. Enfin, j'ai pas réussi, mais je vais essayer le plus possible et on va essayer ensemble, hein, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que c'est en open source, de mettre comment dire, des cas d'usage le plus concret possible en face. Mais ça va se faire dans le temps, hein. C'est une entreprise, enfin, c'est un projet qui est assez énorme pour moi. Ça fait plusieurs années que j'y travaille et on ne peut pas tout faire d'un coup. Mais j'entends bien, hein, moi-même, j'ai besoin de ces cas concrets, hein, donc pour réfléchir. Donc. Merci à tous, Bah, merci beaucoup. Merci à tous. Merci aux beaucoup. courageux Bonne et soirée. à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Salut.